bienvenue à tous. Je suis très content d'être là, BDX.io, encore une nouvelle édition, de voir tous les ans, ça se répète. Ça fait un petit moment que j'ai pas donné de talk, donc j'ai le stress. Pourtant, j'en ai donné quelques-uns dans ma vie. Donc moi, je suis Xavier Hanin, je suis directeur technique chez 4SH, on est une société de services sur Bordeaux. On fait 100% de forfait, 35 personnes passionnées, avec une ambiance, on essaie de faire des beaux projets. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai aussi dans la vie fait un peu d'autres choses. Je suis le créateur de quelques projets open source, notamment Apache Ivy, ça a 15 ans. RESTX, ça doit être il y a 5-6 ans. J'ai créé aussi le Bordeaux Jug il y a 10 ans. Je suis dev Java, développeur Java depuis la 1.0 en 1995. J'ai commencé le code, j'avais 10 ans sur du basique, c'était il y a 32 ans. Et je suis encore là pour faire de la technique et je suis très content pour ça. Aujourd'hui, on va parler de... c'était quoi le titre de mon talk déjà? De microservices REST ultra léger en pure Kotlin. Microservices à la mode, ça permet de décomposer un petit peu des problèmes complexes en problèmes beaucoup plus simples. Par contre, ça demande beaucoup d'orchestration, d'appels, des services, les uns qui s'appellent les autres, etc. Ça a l'intérêt d'améliorer la maintenabilité, puis on peut partager aussi, avoir des microservices dans différents langages pour multiplier un petit peu les différentes façons d'aborder les problèmes. On va parler de microservices, on va parler de microservices REST. Des microservices, ils vont pouvoir s'appeler dans une architecture avec différents protocoles. L'approche RESTful pour les microservices me paraît assez intéressante quand il n'y a pas des problématiques de performance qui soient trop élevées. L'approche RESTful est assez intéressante. Donc, depuis la thèse de Roy Fielding en 2000 qui a décrit un petit peu l'approche RESTful. Un des gros intérêts pour moi, c'est l'interface uniforme. Ça permet, quand on arrive sur un projet, quand on ne connaît pas encore tous les éléments du projet, de savoir, on connaît les verbes HTTP, on connaît la façon dont on procède les choses. Avec une interface REST, on s'y retrouve assez rapidement sur des microservices qu'on ne connaît pas. Donc quand on va devoir faire interagir différents microservices entre eux, c'est particulièrement intéressant. Un autre élément que je trouve très intéressant dans l'approche RESTful, c'est la propriété stateless. Donc on n'a pas d'état sur nos services REST, donc que ce soit des microservices ou des services REST. Pas d'état, ça veut dire qu'en termes de scalabilité, on va pouvoir très facilement déployer un très grand nombre d'instances de nos microservices, pourquoi pas après, en les amenant comme des fonctions dans le cloud, etc. On va parler du microservice REST en Kotlin. Kotlin, donc c'est un langage qui a été créé en 2011 par JetBrains, c'est l'éditeur de IntelliJ IDEA. Alors au début, quand ils ont annoncé ça, moi j'étais un petit peu sceptique. Des langages sur la JVM, il y en a eu beaucoup. Ils sont créés assez régulièrement. Et jusque-là, je vous ai dit, je suis développeur Java depuis longtemps. Jusque-là, j'ai toujours utilisé les autres langages sur la JVM un petit peu comme des langages complémentaires, comme du Groovy par exemple, pour faire des scripts, etc. Mais je revenais toujours à Java pour le cœur de mon développement de back-end, de serveur. Kotlin, j'ai commencé à l'utiliser il y a à peu près un an et vraiment je suis tombé un peu amoureux de ce langage-là et j'en viens donc à remplacer dans mes usages Java par Kotlin sur le serveur puisque moi je fais beaucoup de back et c'est un mouvement qui a été initialisé, donc c'est vraiment en pleine expansion. Aujourd'hui on compte 1,5 million de développeurs Kotlin en 2018, donc c'est vraiment un nombre important de développeurs. Ça a été amené d'abord sur le développement Android puisque sur Android c'est un first class citizen, donc c'est maintenant le langage un peu par défaut. Donc il y a un écosystème Kotlin qui est beaucoup drivé par le monde Android, mais maintenant ça prend de l'écho en dehors du monde Android, donc notamment avec le framework Spring qui a officialisé son support de Kotlin dans les dernières versions, avec Gradle en outil de build qui maintenant officialise le Kotlin DSL qui va devenir un DSL presque par défaut dans la version 5 qui devrait pas tarder à sortir, et puis sur Google Cloud Platform également un support de Kotlin natif directement. Parmi vous, qui est développeur Java ? À peu près l'ensemble des personnes, et qui fait du Kotlin, qui a déjà fait ou fait du Kotlin. Une petite proportion, je pense qu'on est à peu près à 30% parmi les développeurs Java. Donc dans ce talk, je vais
Je n'avais pas l'intention de faire une explication de ce que c'est Kotlin, mais je vous montrerai un petit peu les concepts de comment on peut faire des microservices en Kotlin, et au passage, je vous donnerai quelques éléments du langage. Ça va rester assez simple, vous en faites pas. J'ai parlé de pure Kotlin. Pourquoi j'ai parlé de pure Kotlin? C'est pas qu'on va utiliser que directement le SDK Kotlin, mais c'est quand même une approche pure Kotlin par opposition à je mélange, je prends un framework Java et j'utilise du langage Kotlin sur un framework Java. Ça, c'est l'approche qui est défendue et qui est assez intéressante en elle-même, avec du Spring Framework par exemple qui supporte Kotlin. Le Spring Boot Kotlin a beaucoup le vent en poupe également. C'est une bonne façon de se mettre à Kotlin quand on est développeur Java, parce qu'on retrouve complètement son écosystème et on commence par aborder les choses simplement d'un point de vue langage. Donc on va apporter des éléments avec du Kotlin, le langage Kotlin, mais sur une stack qu'on connaît, on continue à faire du Spring, du Hibernate, pourquoi pas sur les mapping objets relationnels, les différentes librairies qu'on peut utiliser. On se retrouve dans un environnement qui est familier. C'est bien pour démarrer, mais simplement, une fois qu'on creuse un peu les choses, Kotlin, c'est vraiment un langage qui a plein de facettes très intéressantes, et les frameworks comme Spring ou comme d'autres, comme Javelin ou Juby, etc., qui sont des frameworks à la base, des frameworks Java, et qui supportent ensuite Kotlin, ces frameworks-là, ils n'ont pas été écrits en étant conçus pour Kotlin, et donc ils n'embrassent pas l'ensemble de l'écosystème Kotlin. Et si on regarde l'écosystème Kotlin, quand on commence vraiment à creuser, on se rend compte que cet écosystème, il est très dynamique, et ça fait plaisir de retrouver ce dynamisme. Je trouve que dans le monde Java, on a un petit peu moins de dynamique ces dernières années, moins de nouvelles librairies, de choses qui sortent en open source, etc. Et là, dans le monde Kotlin, c'est vraiment en pleine effervescence. Donc on retrouve tout ça avec plein de gens. Il y a un Slack Kotlin sur lequel il y a 20 000 personnes qui sont sur le Slack de Kotlin, avec des channels, heureusement. Mais c'est vraiment très, très dynamique, beaucoup d'écosystèmes comme ça. Et donc moi, j'ai voulu rentrer dans ce monde-là en allant un peu plus loin que simplement j'utilise un framework Java avec un langage Kotlin. C'est vraiment, je veux passer sur du pur Kotlin, donc utiliser des librairies uniquement qui sont écrites en Kotlin elles-mêmes. Ultra léger, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les choses qui vont vite au niveau des temps de démarrage de serveurs notamment, de façon générale. Donc ça c'est Spring Boot, j'ai juste tiré le blog application KT là, de Spring Boot, ça démarre sur ma machine, ça démarre en 5 secondes 4, juste pour avoir un démarrage de base. Donc là on va voir que l'objectif c'est d'être vraiment sur de l'ultra léger, sur les microservices. On peut faire des choses qui sont vraiment toutes petites, si on veut aller vraiment sur le côté micro, avoir des services qui sont vraiment tout petits, avoir un temps de démarrage de 5 secondes. Quand on est sur, si on veut faire des lambda, par exemple du AWS lambda, mais ces 5 secondes, si on veut faire un microservice qu'on déploie en AWS lambda, le démarrage de la fonction de la lambda qu'on va avoir, il va prendre ces 5 secondes un peu de base à démarrer, et c'est pas forcément le côté ultra léger dont moi je veux parler. Donc ça nous amène à quoi? Rentrer dans ces microservices purs Kotlin REST. Donc dans ma quête un petit peu, quand j'ai commencé à rentrer dans le monde de Kotlin, j'ai exploré plein de librairies, parce que c'est vraiment foisonnant, donc il y a plein de solutions pour faire du microservice REST avec Kotlin. Et il y en a une qui m'a vraiment séduit, je trouve l'approche extrêmement intéressante. Donc cette librairie s'appelle HTTP4K, et le concept majeur à l'intérieur, c'est Server as a Function. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur des concepts vraiment basiques. HTTP4K, c'est défini avec 3 concepts. Ces 3 concepts, ce sont 3 fonctions. Et avec ces 3 fonctions, on va faire des tonnes de choses. Donc le premier concept, c'est le concept de HTTP Handler. Un HTTP Handler, donc c'est le principe de base de notre microservice REST. En dessous des protocoles REST, c'est du HTTP. Donc en fait, HTTP4K peut faire plus que du REST, mais c'est notamment indiqué pour faire du REST, faire du HTTP de façon générale. Donc là, on va modéliser qu'est-ce que c'est que faire du HTTP. C'est finalement faire du HTTP, traiter du HTTP, c'est avoir un handler de HTTP. C'est juste une fonction qui prend en paramètre une requête et qui renvoie une réponse. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec Kotlin, donc là, qu'est-ce que je suis la syntaxe à droite ici, c'est la définition d'une fonction qui prend en paramètre une requête et qui renvoie une réponse, donc comme on pourrait définir une lambda en Java 8 et supérieur. Donc c'est juste ma définition d'un type en fait de fonction, donc qui prend une requête en paramètre, qui renvoie une réponse. Et ça, c'est un mécanisme qui est assez utile en Kotlin. Type alias. Type alias, je dis juste, je crée un type que seul le compilateur connaîtra. Donc
Après la compilation, au runtime, dans mes points classe, j'ai rien. C'est juste que pour ma syntaxe, pour manipuler les choses, je vais avoir un type que je vais pouvoir appeler. C'est une espèce de raccourci vers cette fonction de request vers réponse. Donc tout ce que je fais, c'est vraiment juste, je définis un alias. Donc c'est un type qui n'existe que pour le compilateur, qu'on n'aura pas au runtime. Donc il n'y a aucun overhead à définir ça. Donc ça, c'est vraiment un concept de base. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc une requête HTTP, on a une fonction qui prend une requête HTTP en entrée, qui renvoie une réponse. Donc ça permet de définir par exemple une fonction echo. Donc là, je définis, donc avec le mot-clé val, je définis non pas une variable, mais une référence qui est immuable. Une référence immuable vers ici une implémentation. Donc la syntaxe est relativement similaire à celle de Java pour les lambda. Donc qui prend en paramètre ici une requête, request, rec. Je ne précise pas son type, avec l'inférence de type, il peut se débrouiller. Enfin, ici, j'aurais dû préciser le type de echo en fait, pour qu'il sache que c'est request, ou le type de rec. Donc je prends une request en entrée et je réponds. Donc ici, je construis response OK. Donc ça, en Kotlin, on n'a pas le mot-clé new. Response de OK, en fait, c'est comme si j'invoquais un new response de OK qui est défini en statique et qui est le statut, point body de request.body. Donc je récupère le body de ma requête et je le mets dans le body de ma réponse en envoyant une réponse OK. C'est vraiment trivial comme exemple. Derrière, comme c'est une fonction, je peux l'appeler comme une fonction ici, echo de une requête. La requête, je la construis pareil, ça c'est un new. Il n'y a pas le mot-clé new en Kotlin, donc new request, un post sur /echo, et je lui envoie le body hello, et je vais récupérer ici une réponse. La réponse que je récupérerai, c'est celle-là, donc une réponse OK, avec qui aura un body hello également. OK ? Concept extrêmement simple. On va définir simplement qu'on fait, donc pour faire du HTTP, on fait les choses avec une fonction. Donc ils ont défini ici dans l'API HTTP4K, ils ont défini donc le concept de request et de response, c'est défini directement dans la librairie, donc ils ont modélisé qu'est-ce que c'est qu'une requête HTTP. En même temps, c'est pas compliqué, une requête HTTP, c'est une URI, une méthode ou verbe, une URI, et puis des headers et un body. C'est tout. Et une réponse HTTP, c'est quoi? C'est un statut, des headers et un body. Donc ils ont modélisé ça avec des data classes Kotlin qu'on va pouvoir manipuler et qui sont immuables. Donc vraiment l'approche fonctionnelle là-dessus peut être assez intéressante avec l'immutabilité, du point de vue des tests notamment, et éviter que du code vienne manipuler la request sans qu'on le sache, etc. Le deuxième concept qu'on va avoir, c'est un concept de filtre. Donc ça, on est tous familiers avec les concepts de filtre quand on fait du développement Java Server. Donc ça existe depuis l'API Spec Servlet en Java, donc les servlets filters qui permettaient d'appliquer des filtres sur les requêtes. Donc c'est un concept qu'on manipule beaucoup avec Spring, etc. Donc là, un filtre, qu'est-ce qu'ils ont dit que c'était un filtre? De nouveau un type alias, HTTP filter. Un filtre, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient transformer un handler dans un autre handler. Donc c'est une fonction qui prend un paramètre en handler et qui renvoie un autre handler. C'est aussi simple que ça, un filtre. Donc on va pouvoir définir un filtre. Ils ont rajouté un peu quelques éléments de DSL avec ici filter et je passe après un bloc. Ça me permet de créer un HTTP filter qui prend en paramètre donc le next HTTP handler et qui renvoie derrière un autre, ici ça renvoie un autre handler qui est un handler qui prend une requête et qui appelle ce next, donc qui appelle ce next qui est lui-même un handler, donc c'est une fonction qui prend en paramètre une requête, donc il appelle le next avec request.body, en passant à ce next-là une requête dont le body et le body string de la requête d'origine, celle-ci, avec sur lequel on prend que les 140 premiers caractères. Donc on va filtrer pour garder que les 140 premiers caractères du body. OK. Et ensuite, je peux créer donc un nouveau handler, un tweet handler, en appelant sur le Twitter filter, j'appelle un zen echo. Donc le echo, c'était le handler de tout à l'heure. Donc là, je viens transformer ce handler-là. Donc là, c'est une syntaxe. Ici, j'ai dit un handler, c'est quelque chose simplement qui est une fonction qui transforme un filter, c'est une fonction qui transforme un handler dans un autre. Là, je l'appelle au niveau syntaxe, ils ont rajouté ça, le zen.
On peut faire ça en Kotlin parce qu'on peut rajouter des fonctions à côté avec les extensions fonctions. Donc là, le Zen, c'est une extension fonction sur HTTP filter qui permet d'appeler de façon un peu plus, avec un peu plus de sucre syntaxique, c'est un peu plus clair quand on le lit, d'avoir ce Zen, twitterfilter.zenecho, et surtout on pourra enchaîner différents filtres avec cette même syntaxe. Donc ça, c'est notre deuxième concept. Ça va jusque-là. C'est des concepts assez simples. Et le troisième concept, qui est encore une fonction, ce concept-là, c'est un concept de routeur. Donc c'est une fonction qui prend une requête en paramètre et qui renvoie peut-être un HTTP handler. Donc là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Kotlin, le point d'interrogation ici, il dit juste, en Kotlin, on a de la null safety par défaut. Donc si on définit un type sans le point d'interrogation, il ne pourra jamais, une référence à ce type ne pourra jamais être nulle. Donc ici, on dit ça peut être nul, ce que ça renvoie. Ça renvoie peut-être un handler. Et du coup, on va avoir une syntaxe pour définir des routeurs comme ça. Donc là, on définit avec le mot-clé routes ici. On appelle la méthode routes sur laquelle on va passer, on va dire je passe comme route /echo, je bind sur le poste vers ma fonction echo que j'avais définie tout à l'heure. Et je bind, ensuite j'ai des éléments pour faire des sous-routes. Comme ça, le /Twitter bind routes de /tweet bind de post sur tweethandler. Okay, c'est une syntaxe ici qui est un petit DSL qu'ils ont défini en HTTP4K. S'il y en a qui ont été au talk sur les DSL Kotlin, vous avez vu un peu ce qu'on pouvait faire. Donc là, ça utilise des infixes fonctions. Donc le bind, en fait, est une fonction, mais sur laquelle on peut l'appeler sans les parenthèses. Donc là, c'est exactement pareil que si j'avais fait /echo, .bind, parenthèse post, .to, parenthèse echo. C'est vraiment la même chose, c'est simplement que ça se lit un peu plus facilement. Donc là, j'appelle bien une méthode bind sur une string. Donc appeler une méthode bind sur une string, c'est possible grâce aux extensions fonctions de Kotlin. Dans HTTP4K, ils ont rajouté une méthode bind sur string qui permet d'avoir cette syntaxe-là. OK. Donc voilà les concepts qui vont être utilisés, et vraiment en termes de concept, c'est tout. Donc je ne l'ai pas dit, mais HTTP4K, ça a été écrit notamment par deux personnes qui ont écrit ça, qui sont des gens qui sont initialement développeurs plutôt Java, qui sont passés complètement dans le monde Scala. Ils ont créé notamment un framework Scala qui s'appelait Finacle, et qui ensuite ont switché vers le monde Kotlin, après avoir réalisé certains problèmes qu'ils avaient eu avec les frameworks qu'ils avaient pu faire, notamment Finacle. Ils sont passés dans le monde Kotlin, donc c'est des gens qui sont très orientés fonctionnels, approche fonctionnelle de programmation, etc., et donc qui ont apporté ces éléments-là dans la conception. J'ai dit au début server as a function. Donc une fois qu'on a notre handler c'est juste une fonction. Donc ce handler qui prend une requête et qui donne des réponses. Avec ce handler-là, comment on va faire pour vraiment pouvoir écouter du HTTP, être appelé en HTTP sur un port, etc. Mais en fait, il suffit de prendre un handler, echo par exemple, et faire un as server, et on lui passe ce qu'ils appellent une server config. Donc qui supporte du Netty, du Jetty, du Undertow, différentes stacks HTTP. Donc un serveur HTTP, donc là on va lui dire démarre un serveur, ce echo tu le transformes comme un serveur en utilisant Netty en dessous sur le port 9000 et tu le démarres derrière. C'est ça, donc c'est en une ligne de commande, on transforme un handler dans un serveur qui écoute sur HTTP. Ça c'est assez intéressant. Donc là-dessus, parce que ça va permettre notamment sur les tests, etc., de faire des choses facilement. Et puis sur les microservices, on fait beaucoup ça. On n'est pas forcément dans un mode où on va déployer dans un conteneur, on est plutôt dans un mode où on a un main qui va lancer notre serveur, donc on le fait très facilement. Donc là, on n'est pas en pur HTTP, ils n'ont pas refait eux-mêmes un serveur HTTP, il n'y a pas aujourd'hui la connaissance de serveur HTTP écrit en pur Kotlin. Donc on utilise du Netty qui est quelque chose qui est écrit en Java, mais on n'a pas d'adhérence à l'API. Ultra léger, derrière, on va avoir un démarrage là-dessus. Donc là, sur un exemple que je vais montrer tout à l'heure, on a un démarrage en 368 millisecondes, on peut même avoir en dessous. Ça varie entre 150 et 400 millis pour des cas assez simples. Alors après, plus vous allez monter en termes de chargement de classe, etc., le class loading, ça peut prendre plus de temps. Mais pour des cas aussi simples que celui qui était démontré avec du Spring Boot, etc., on est vraiment très léger. HTTP4K de base n'a aucune dépendance. Le cœur de HTTP4K n'a aucune dépendance à part le SDK de Kotlin. Donc c'est vraiment, tout a été codé là-dedans. Et donc après, on va juste se rajouter notre serveur Netty. Et puis avec ça, on va pouvoir faire tourner HTTP4K et puis écouter là-dessus. Microservices, je vais parler de microservices. Une des problématiques dans les microservices,
c'est qu'on va devoir, on n'a pas un microservice qui va vivre sa vie tout seul. La plupart du temps, les microservices, on va devoir les orchestrer entre eux, ils vont s'appeler entre eux, on va avoir un microservice qui va appeler d'autres microservices. Donc en fait, quand on parle de microservice REST, la première problématique à laquelle on pense, c'est exposer l'API REST. OK. Mais il y a une autre problématique qui est... j'ai dit OK, mon téléphone, il fait mon OK Google. Il va enregistrer tout le reste de la conf. Donc il y a une autre problématique sur une API REST, c'est d'aller appeler nos autres microservices REST aussi. Donc là, on va devoir aller invoquer une API REST. Mais la plupart du temps, quand on fait ça avec des API du type Spring Boot, etc., on a une forme d'API en fait pour exposer notre API HTTP REST, et on a une autre API pour aller consommer l'API REST des éléments qu'on va vouloir, des autres microservices qu'on va vouloir appeler. Ici, le concept notre concept de base de handler, il peut s'appliquer pour être le client d'un autre serveur. Donc je vous ai dit, un handler, c'est quelque chose qui prend en paramètre une requête et qui nous renvoie une réponse. On a une implémentation de handler qui est Java HTTP Client. Cette implémentation-là, elle prend en paramètre une requête, elle renvoie une réponse. Et qu'est-ce qu'elle fait de cette requête? En fait, cette requête, elle la sérialise vraiment comme un appel HTTP vers un serveur. Elle récupère la réponse et elle le retransforme dans cet objet response qui est en mémoire. Okay, c'est tout ce que fait cette implémentation-là. Ça s'appelle Java HTTP Client parce que cette implémentation-là s'appuie sur les bibliothèques client HTTP de Java. Il y a d'autres implémentations. Il y a un Apache HTTP Client qui utilise les bibliothèques d'Apache pour faire des appels HTTP qui ont plus de fonctionnalités là-dessus. Il y en a un aussi avec OK HTTP Client pour la bibliothèque OK de Square. Voilà, donc c'est des différents flavors que vous pouvez utiliser pour des questions de performance ou d'autres choses. Là, je suis resté sur le cas le plus simple. Donc là, de nouveau, Java HTTP Client. Là, on va avoir un petit peu d'adhérence à la JVM, mais vraiment très peu, parce que c'est englobé. Et derrière, avec ce client, je l'appelle, c'est une fonction, donc j'appelle ce client en lui passant quoi? En paramètre une request post vers localhost de .navpil/echo body hello. Ok, donc là, ce que j'aime beaucoup là-dedans, moi, c'est la symétrie qu'on a entre l'exposition de HTTP et puis l'appel des autres microservices HTTP. On a vraiment cette symétrie très forte. Et cette symétrie, elle va nous permettre de gagner en plus des fonctionnalités que je trouve particulièrement intéressantes. Notamment, c'est au niveau de la testabilité. Donc quand on va écrire des tests là-dessus, donc là c'est un petit exemple de test, donc là c'est du JUnit 5, donc là on retombe sur des éléments plutôt Java. Donc ici je définis une classe de test, annoté add test, vous y retrouvez si vous êtes Java. Bon, définition d'une fonction, c'est le mot-clé fun en Kotlin. En Kotlin, on peut avoir des noms de fonctions dans lesquels on met des espaces ou des choses comme ça. On utilise les backcots pour délimiter le nom. Donc ça, c'est quelque chose qui est supporté par la JVM, le fait d'avoir des noms de fonctions ou de méthodes avec des espaces. C'est juste le compilateur Java qui ne les supporte pas. Donc là, on a ça. Donc ça fait des choses qui sont plus lisibles après dans le test. Puis là, je vais dire qu'en entrée, j'ai quoi? J'ai une requête, un post sur /echo avec un body hello. J'ai un expected qui est une réponse OK body hello. Et là, j'appelle. Je m'attends à ce que quand j'appelle echo, donc la fonction que j'ai définie tout à l'heure, avec ce input, je reçois une réponse et je m'attends à ce que ce soit égal à mon response OK body hello. Donc ça, c'est plus le côté, c'est pas tellement le côté symétrique là que je mets en avant, c'est plutôt le côté fonctionnel. Ce n'est qu'une fonction finalement, donc je peux tester très facilement mon implémentation de mon serveur HTTP, ce qui n'est pas vraiment un serveur ici, ce n'est qu'une fonction, mais donc de mon handler HTTP, je peux le tester, et j'ai pas la couche HTTP, j'ai pas la partie réseau, là je fais pas du tout, je suis pas obligé de démarrer un serveur, de lancer mon réseau, mais pour autant j'envoie vraiment une requête, c'est une requête qui est uniquement en mémoire, mais c'est vraiment la même chose qui va se passer une fois que je serai en mode serveur. Donc là j'ai cette testabilité à ce niveau-là, qui est intéressante. Du coup, j'appelle ma fonction comme ça, j'ai un temps d'exécution qui est vraiment très rapide, et je n'ai qu'à remplacer, plutôt que d'appeler echo de input ici, j'ai qu'à remplacer echo par un client, un Java HTTP client, et ce même test, je peux l'exécuter sur un serveur. Donc c'est là que la symétrie devient intéressante, c'est que mon test ici, où je ne fais qu'appeler un handler avec un input, je remplace echo par autre chose, par un client, un Java HTTP client, et je vais faire un vrai appel sur un vrai serveur. Je le montrerai avec un exemple tout à l'heure.
L'autre élément intéressant de cette symétrie, c'est qu'on va pouvoir enchaîner les filtres. Donc ça, c'est quelque chose qui est classique d'enchaîner des filtres sur les serveurs, les frameworks REST et HTTP en général. En général, on a ça, les filtres, on les a côté serveur. Donc on va pouvoir ajouter un filtre qui vérifie la sécurité, rajouter un filtre qui va faire des logs, rajouter un filtre qui gère les exceptions, les erreurs, etc. Ce qui est hyper intéressant avec cette approche complètement symétrique que propose HTTP4K, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir des filtres pour la partie client. C'est-à-dire que je vais pouvoir appeler mon client qui est handler, je lui passe une requête, et en fait, c'est derrière des filtres qui vont ajouter des éléments sur cette requête avant de l'envoyer vraiment au serveur qui est appelé. Donc ça va permettre de faire quoi? De gérer dans des filtres, par exemple, la sécurité. Ça va permettre de gérer dans des filtres le fait de récupérer des métriques sur les appels, pas seulement les métriques sur les API qu'on expose, mais quand j'appelle quelque chose, je vais pouvoir mesurer le temps, etc., de ce qui est fait. Je vais pouvoir ajouter des logs, ici, loguer des transactions, etc., gérer mes erreurs dans mes appels. Je vais pouvoir utiliser, par exemple, du Resilience4j sur lequel il y a un support directement d'HTTP4K pour faire du retry automatique en cas d'erreur, des choses comme ça, gérer du circuit breaker et tout ce genre de choses-là sur la partie cliente. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment cette même API pour les deux côtés et finalement, on va se construire notre stack serveur d'un côté, client de l'autre, et avec ça, on va pouvoir derrière avoir une approche très fonctionnelle sur les éléments de base et rajouter tout un tas de fonctions par ces filtres-là. Bon, il y a bien plus que ça. Alors là, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit les bullet points dans les slides, c'est pas bien. Bon, là, vous en avez un bon paquet de bullet points. Pour rester un peu dans le timing du talk, je n'ai pas parlé de toutes les fonctions HTTP4K. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a notamment des contrats type-safe qui permettent d'exposer les informations de l'API qu'on crée au format OpenAPI, et qui derrière vérifie les types des query parameters, etc., ou pass parameters qu'on va recevoir, du body, en générant les JSON schema, etc., pour l'Open API. Donc ça, c'est une approche qui est assez intéressante, mais qui change un peu après dans la syntaxe, donc je n'ai pas voulu l'aborder là. J'ai parlé un peu de résilience, donc sur du microservice, c'est assez essentiel de gérer la résilience. Aussi, qu'est-ce qui se passe si un autre microservice tombe, comment je dois me comporter dans ces cas-là. Tout ce qui est traces distribuées, monitoring, quand on a plein de microservices, suivre un petit peu ce qui se passe sur les différents serveurs qui vont être, j'appelle un premier microservice, puis on appelle d'autres et on appelle d'autres. C'est intéressant d'avoir une vue complète de ma transaction au travers de tous les microservices. Donc il y a opentracing.io qui permet d'avoir des choses comme ça. Donc il y a un support d'opentracing.io dans HTTP4K. Le support de WebSocket aussi simplement qu'on fait du HTTP et du REST, on peut faire des WebSockets vraiment très facilement. Support de JSON, du XML avec des mappeurs Jackson, JSON, etc. Les multiparts aussi sont supportés avec un plugin, l'approche de CORS, tout ce qui va être sécurité avec du OAuth. On fait très facilement une authentification Google ou etc. en OAuth. Ils ont un support aussi des AWS Lambda, donc pour déployer dans le cloud sous forme de fonctions, du chaos testing. Je ne sais pas si vous connaissez le chaos testing. Il y en a qui connaissent le chaos testing parmi vous? Petite poignée, 10% de gens qui connaissent le chaos testing. Donc le chaos testing, ça va être le fait d'introduire volontairement sur un système que je veux tester, d'introduire volontairement de la latence, par exemple, le faire de façon aléatoire. Ça permet de tester en fait un système quand les choses vont mal se passer. Donc sur des microservices qu'on déploie dans le cloud, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Ces théories-là ont pas mal été rendues populaires du côté de Netflix. Et donc, il y a un support natif dans HTTP4K pour faire du chaos testing facilement avec les filtres, c'est pas très compliqué. Voilà pour ça. Donc, ensuite, je vais partir sur un exemple. L'exemple, un peu de contexte sur mon exemple de microservice. Je passe dans un contexte de mobilité électrique. On va imaginer qu'on travaille pour un client qui nous demande de gérer des charges de véhicules sur des bornes publiques, donc un parc de bornes publiques. On va gérer un petit peu les charges là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire là-dessus? Deux services à plus haut niveau, un service qui va permettre de valoriser les charges, donc où on va avoir, donc quand un véhicule s'est chargé sur la borne, à la fin de la charge, il va falloir dire combien cette charge elle a coûté et puis aller faire quelque chose pour qu'elle soit payée après par un client. Donc on va avoir ce service où la borne envoie le rapport de charge et elle s'attend à ce que le service il fasse le nécessaire pour que la charge soit valorisée et décomptée.
Et puis un autre service qui va être, je demande un relevé des consommations, donc un relevé des charges mais valorisé sur un compte particulier. Voilà les services qu'on va vouloir avoir. Pour ça, on va s'appuyer, donc on va définir ces trucs-là. Valorisation de charge, donc on va faire quelque chose d'assez simple, un post sur /charges, sur lequel on va lui passer la borne sur laquelle on a fait la charge. Le média, donc c'est un badge avec lequel l'utilisateur s'est authentifié sur la borne, sur laquelle il a dit je vais me charger. Donc ça, c'est l'identifiant, le RFID d'un média ou quelque chose comme ça. L'instant, enfin le date time plutôt, au moment duquel la charge a commencé, combien de temps elle a duré et quelle énergie a été consommée. Donc on a un rapport de charge extrêmement simplifié ici, donc on va devoir valoriser. Et ensuite, on va voir notre autre service en REST avec un relevé des consommations du compte. Donc je fais un get sur /accounts, j'ai oublié le S là, / l'identifiant du compte, donc par exemple 1, 2, 3, /consumptions, et je peux filtrer sur un mois par exemple. Et là, ça va me répondre donc des consommations très simplement en me donnant la date de la consommation, le montant et la devise. Donc 2,25 € le 9 novembre 2018. Ok, pour ça, pour faire ces deux services-là, je vais m'appuyer sur d'autres microservices. Donc, on va supposer qu'ils sont à notre disposition. Donc, le premier, c'est un microservice de gestion des comptes. Donc, on a parlé, on a un badge. Après, on va vouloir mettre les consommations sur un compte. Donc, il va falloir qu'on associe ce badge à un compte. Donc là, on va supposer qu'on a un microservice qui sait faire ça. Il sait faire que ça. Il gère des comptes et des médias. Il se contente de gérer ça. Après, on a un autre microservice. Lui, c'est un pricer. C'est un truc qui sait, on lui passe une charge avec une grille de tarifs, un truc comme ça, une référence d'une grille de tarifs, et il va être capable de calculer le prix de cette charge. Donc ce microservice qui est défini. Et ensuite un troisième microservice qui est un microservice de gestion de consommation sur lequel je vais pouvoir aller enregistrer ma consommation. Ok, donc on voit un peu comment on va enchaîner les choses là-dessus sur nos trois microservices pour valoriser les charges. Et ensuite, pour avoir le relevé de consommation, ça sera directement sur la gestion des consommations. Donc là, je vais vous montrer, du coup, pour cet exemple, je vais rentrer dans du code. Alors, je ne vais pas faire de live coding parce que c'est un peu juste en termes de timing. Donc, je vais vous montrer directement des choses qui sont développées. Donc là, qu'est-ce que j'ai en fait dans ce projet ? Là, j'ai développé donc quatre microservices. Donc, les trois microservices dont j'ai parlé, la gestionnaire de compte, le pricer de charge, le gestionnaire de consommation. Et puis j'ai mon service principal ici que j'ai appelé Core qui va être chargé de mes services principaux, d'exposer une API qui va être appelée après au plus haut niveau. Ok. Donc là-dessus, je vais rentrer directement dans la partie EHM Core sur lequel donc j'ai mes sources Kotlin. Là, j'ai deux classes en Kotlin. Enfin, c'est pas deux classes, c'est deux fichiers Kotlin puisqu'on peut mettre plusieurs classes par un. Donc j'ai mon premier truc qui est le EV Charge Manager qui est ici, donc qui est mon fichier principal dans lequel je vais définir mon microservice principal qui va appeler les autres microservices. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que je devais définir deux point d'entrée, donc un sur /charge où je vais répondre à un post, et puis un sur /accounts de account/consumptions où je vais répondre sur un get. Ok. On va commencer avec les charges. Ici, donc sur le post, je reçois donc une requête qui est un post avec la charge. Donc là, je vais avoir cette syntaxe-là, body.auto de evcharge, .toLength. Ça va me permettre en fait d'aller récupérer ma payload JSON et de la transformer. Derrière, il va utiliser du Jackson pour ça, tel que c'est configuré ici, de le transformer dans une charge vraiment qui là est typée. Donc je peux, je pense, faire du alt-entrée pour montrer le type ici, ce sera peut-être plus explicite. Donc là, ma charge qui est de type EVCharge. Donc ici, c'est un mécanisme, je vous parlais tout à l'heure de type-safe contract, donc je ne suis pas allé jusque-là dans cet exemple-là, mais j'utilise quand même le parsing ici. J'aurais pu faire un object mapper Jackson et puis faire le parsing directement du body. Il y a ce mécanisme de lens, là, de lentille, qui permet de faire cette extraction directement sur la requête. Les lentilles, en gros, c'est un concept fonctionnel qui permet de transformer, enfin de passer d'un objet complexe à un autre type d'objet. On va faire soit de l'extraction, soit de l'injection. Donc là, ça sert sur les requêtes, par exemple, ou les réponses. Donc je vais pouvoir faire l'extraction de mon body dans la requête. Donc je lui passe la requête. Là, mon toLength.extract, ça c'est une fonction qui prend une requête en paramètre, qui renvoie une charge. Et j'ai l'inverse aussi, avec la lentille, je peux faire l'injection pour une réponse, par exemple, pour répondre à ma réponse. Ici, j'ai fait très simple. J'ai juste mis un élément, je n'ai même pas mis les try-catch dans un filtre, je les ai fait directement là-dessus. J'ai dit que si j'ai une illégale argument d'exception, c'est du bad request. Si c'est une exception autre, c'est un internal server error. Et puis sinon, tout ce que je fais, c'est appeler
une méthode, handle charge, avec ma charge, qui est une méthode qui est agnostique du fait que je sois en HTTP. Donc là, je vais rentrer vraiment dans mon métier, dans lequel je suis agnostique du fait que je sois en microservice REST. Donc je vais rentrer vraiment dans le métier. Pour des raisons de simplicité, j'ai directement mon handle charge, en fait, ici, il est défini dans, donc dans la même classe, les choses de façon très simple. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le métier. Le métier, ici, il est très simple. Je reçois une charge. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par aller chercher sur cette charge, j'ai un média. Donc je cherche le compte associé à ce média. Ça, c'est le compte que j'ai là. Si je ne l'ai pas trouvé, cette syntaxe-là, point d'interrogation, 2 points, le find account by media, il me renvoie peut-être un compte. Et avec cette syntaxe-là, je dis, si tu n'en as pas eu, tu lèves une exception. Illegal argument exception, media not found. Et ça sera transformé après par l'appel au-dessus en bad request. Ok, donc là je récupère un compte. Ici je suis sûr que j'ai un compte. Je ne peux plus être dans le cas où j'en ai pas. Donc si je donnais mon type ici, je vois que c'est un account et pas un account point d'interrogation. Derrière, je vais demander au pricer de calculer le prix sur, lui il s'attend à avoir un objet charge, et puis là-dedans, qu'est-ce qu'il prend? Il a besoin d'une grille de tarifs, une référence à une grille de tarifs, de l'instant, de la durée, de l'énergie, et puis de la devise préférée pour le compte. Sur ce compte-là, je sais que ce client, il préfère être chargé en euros. Donc ça me calcule un prix. Et puis derrière, je vais créer une consommation ici avec un random UID, je reprends un peu tous les éléments à l'intérieur, je remets la charge, les prix, etc. Et je demande simplement après à mon service d'enregistrer ce charge consumption. Donc là, c'est mon métier, okay, indépendant de la partie microservice. Donc ça, ces trucs-là, eux-mêmes, ils appellent des microservices. Donc si je regarde dessus, j'ai mes 3 appels ici de microservices. Donc là où je vais appeler quoi? Je vais avoir un handler, ce handler Account Manager Handler, c'est un handler qui va s'adresser au microservice Account Manager. Donc là-dessus, j'appelle, là je repasse en HTTP, j'ai ma partie cliente, je fais un get sur /media, $media avec la syntaxe Kotlin, et puis ce que je récupère ici, je le transforme avec ce point let dans une réponse. Enfin, je transforme la réponse qu'il m'a donnée, ici le hit, c'est un réponse, et ce hit, je vérifie son statut. Si c'est OK, alors je vais extraire, avec cette même syntaxe, body, auto, etc., j'extrais du hit, qui est la réponse, j'extrais le body et je le renvoie. Donc ça va être le retour ici, qui est attendu, qui est le count pour l'interrogation. OK, je sors ça. Si j'ai un not found, je renvoie nul. Si j'ai le code HTTP not found, je renvoie nul. Si j'ai un bad request, je lève une illegal argument exception, puisque là, je pourrais être consommé d'une autre façon, etc. Je ne sais pas ce qui va être relevé par les autres choses. Je re-rentre dans le monde métier et dire, si mon client, si mon petit serveur il a fait une bad request, moi, je dis que c'est une illegal argument exception. Et si c'est autre chose, je vais faire plutôt une illegal state exception. J'ai un problème plus général. Ok, pareil pour le pricer. J'appelle des choses comme ça, avec plus de body auto, et le record charge consumption, de la même façon. Donc voilà tous mes 3 clients. Et après, ce que j'ai en plus, c'était le /accounts, donc le fait de demander les consommations. Donc là, c'est un cas qui peut être assez typique. C'est que je dois exposer dans mon microservice quelque chose qui est un service qui est déjà offert par un autre microservice. Donc là, tout ce que je veux faire, c'est proxy. Je veux faire passe-plat, simplement sur les choses. La demande qu'on me fait à moi, je veux la transmettre au Consumption Manager. Là, le Consumption Manager, qu'est-ce que j'ai dessus? C'est un Consumption Manager Handler. J'ai un handler qui est le client de ce truc-là. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est déjà un handler, ce truc-là. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, je bind ma méthode get vers ce handler-là. Ce handler qui est en fait un client vers l'autre truc. Donc j'ai rien à faire, je fais proxy. Là, cette ligne de code, c'est un proxy. J'ai implémenté un HTTP proxy sur ce pass-là, directement, juste avec ça. Ok. Derrière ces handlers-là, d'où ils viennent? Les 3 handlers, en fait, ils sont définis ici sur ma classe. J'ai mes 3 handlers qui sont passés en fait en paramètres de ma définition de ma classe. Donc en fait, je vais faire configurer avec ces éléments-là les 3 handlers. Donc les 3 handlers, je vais avoir tout en bas une implémentation par défaut, ici default, qui va dire, en fait, mes 3 handlers, ça sera des clients vers mes microservices qui tournent en localhost 9001, 9002, 9003. Ok, donc là, pour dire ça, je vais dire j'ai mon URI là-dessus, et en fait là je vais utiliser un filtre qui est fourni par HTTP4K. Dans les client filters, je vais appliquer un filtre qui est un set base URI from, c'est-à-dire que moi quand je fais mon client ici, je ne me pose pas la question, j'appelle /media, etc. Je ne sais pas à qui je l'adresse, à quel serveur. Donc là tout ce que va faire mon filtre, c'est qu'il va rajouter sur mon URI, il va faire un set base URI là, et puis il va rajouter ça devant.
Et après, il appelle it. Le it, là, c'est le Java HTTP Client. C'est juste pour pas créer 3 instances ou définir une variable, etc. que j'ai utilisé un let pour faire ça. Ok, donc ça c'est mon implémentation par défaut. Donc là, si je lance ici mon serveur, le StartAll, que j'ai là, est-ce que ça tourne? Ouais. J'ai été le truc qui était déjà en train de tourner, donc c'est pas bon. Hop, je vais plutôt le redémarrer ici. Est-ce que j'avais dû... Voilà, donc là, il a démarré les 4 serveurs. Donc là, le StartAll, en fait, il démarre les 4 serveurs, donc mes 3 microservices, mon serveur principal. Donc là, il démarre les 4 serveurs. Donc là, c'est 135 milli pour les démarrer. Et derrière, donc pour les appeler, j'ai des exemples ici où je dois avoir, j'ai un get consumptions, mais lui, il va me renvoyer rien du tout pour l'instant. Mais si je l'appelle, il me renvoie un tableau vide. Et si je reviens là, test, HTTP, send charge. Ici, je poste. Donc là, j'ai un post sur le truc. Hop, je fais mon post. Et si je rappelle mon get consumptions, ici, je vais récupérer ma réponse avec ma consommation. Okay, donc on a le truc qui marche ici. Bon, assez simple. Derrière, c'est des appels du microservice. Donc là, sur le get, on a un proxy qui est appelé, etc. On a tous ces éléments-là qui tournent. Derrière, bon, ça c'est le test manuel, c'est pas celui qu'on va préférer. On va plutôt faire des tests automatisés. Hop, hop. J'enlève ça. Je passe en plein écran, non. J'arrive pas, c'est pas grave. Je suis sur la fin là du talk. Donc j'ai quoi dans mon test ici? J'ai un test qui va vérifier que on lui passe en Angler, un charge manager Angler, donc le truc principal, et je fais un poste de charge dessus, je récupère la réponse, je vérifie son statut que c'est accepté, et puis après j'appelle un get sur les consommations, et je vérifie que dans les consommations, je reparse là avec Jackson le truc, et je vérifie que j'ai bien un account ref qui est le compte 1, 2, 3, et le prix qui est égal à 7 €. Ok, donc là, bon, c'est du code de vérification sur les choses. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on lui passe en Angler en paramètre, à cette fonction-là, et finalement, je vais l'appeler de différentes façons. Donc là, j'ai un test qui va le vérifier en mémoire. Donc là où je lui passe un charge manager sur lequel ce charge manager, je lui fournis des handlers qui sont directement mes handlers de mes 3 microservices. Donc là, j'ai pas d'appel HTTP. Je branche directement entre eux mes microservices sans appel HTTP. Donc on va appeler directement le handler de l'account manager. Le APP, là, c'est que j'ai défini moi-même, c'est l'implémentation dans l'account manager du handler avec les routes, etc. qu'il a là. Okay, qui définit le serveur. Donc là, je suis branché en mémoire, je l'invoque comme ça. Après, là, je l'invoque toujours en mémoire, mais branché sur des vrais serveurs. Donc je démarre ici, je fais avec ce list-of de mes 3 serveurs .use. Ça va démarrer mes serveurs, mes 3 serveurs, et assurer qu'à la fin de ce bloc-là, il va arrêter les serveurs. Donc là, je démarre mes 3 serveurs, je fais mon test en appelant vraiment localhost client, mais sur les ports que j'ai définis là, mes 3 trucs, et je termine après. Et là, j'ai un test d'intégration complet sur lequel je démarre non seulement mes 3 microservices, mais aussi mon service là, principal, je démarre comme un serveur, ici, et je vérifie mon truc comme ça. Ok, donc là, j'ai de la même façon ces tests-là, qui devrait s'exécuter. Voilà, il exécute mes tests. Ok, donc là en 1 seconde 5, j'ai exécuté mes 3 types de tests. On voit le in-memory qui prend 16 millisecondes, puisque là il n'y a pas d'appel HTTP, etc. Et puis 56 millisecondes même sur le test d'intégration. C'est le premier qui est plus long à démarrer, c'est parce qu'il démarre, il charge les classes, c'est ça qui est le plus long finalement à faire, et le reste il va vraiment très très vite. Bon, j'arrive au bout du temps, donc je n'ai pas le temps de vous montrer plus d'éléments sur les autres choses. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller plus loin avec ça. Moi, j'utilise ça en production pour un client. Enfin, on n'est pas encore en prod, mais on va y aller. Mais c'est un truc qui est utilisé, HTTP4K, c'est utilisé en production sur un gros site majeur qui est dans le top 1000 des sites mondiaux. C'est pour ça qu'ils l'ont développé au départ, là, les 2 développeurs qui sont à Londres. Donc ça tient très très bien la charge. Donc là, on est en phase de test là-dessus avec un client. On va passer en prod d'ici la fin du mois. Voilà, donc c'est un truc que je trouve très très séduisant comme approche, qui permet de revoir complètement notre approche au microservice REST et avec le langage Kotlin que je trouve également très, très séduisant. Donc j'espère que vous aurez envie de l'utiliser chez vous ou au boulot. Et puis petit message au passage, on recrute chez 4SH, n'hésitez pas à venir nous voir si ça vous intéresse. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
les routes. Alors oui, l'approche HTTP4K, c'est on écrit du code pour les routes. Donc c'est pas avec des annotations, etc. Il n'y a pas d'annotation processeur. La question est très pertinente et intéressante. J'ai dit, moi je suis l'auteur de RESTX, un framework Java pour faire du REST, qui est basé sur de l'annotation processing pour faire les choses, donc sur lesquelles on a des très bonnes performances derrière. Moi j'ai la vision et je veux voir derrière si je peux l'amener plus loin, de rajouter de l'annotation processing pour générer ces trucs-là, pour qu'on puisse avoir une syntaxe pour les cas les plus simples, basée sur des choses assez simples là-dessus en annotation. Et qui pourrait marcher aussi pour le client. On pourrait générer avec les mêmes choses, générer à la fois du code serveur, mais aussi du code client, pour appeler directement les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je vous remercie.